Et donc je vais appeler, à la fois, Benjamin Perrin, Enguerrand Burel et Laetitia Fourier pour, venir prendre la parole successivement, en fait. Heu et comme ça, après, une petite session de présentation, on va avoir, un temps pour, des échanges avec la salle. Benjamin, c'est toi qui commence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Benjamin Perrin. Je travaille à INRAE, à l'unité expérimentale maraîchage, qui est située au sud de Perpignan. Et je travaille exclusivement sur le maraîchage sous abri et mon expertise, elle est là-dessus, du coup, et plus spécifiquement avec un climat méditerranéen. Donc voilà, c'est quand même assez réduit comme expertise, mais je vais quand même vous partager notre vision des couverts et qu'est-ce qu'on pratique un peu sous nos abris. Bon, le plan, je vais passer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais commencer par parler rapidement des spécificités du maraîchage sous abri. Donc sous abri, on a des conditions qui sont quand même optimales pour les cultures. On est protégé des intempéries, de la pluie et du vent, et donc on est peu soumis aux phénomènes d'érosion, de ruissellement et de lessivage. On est dans des systèmes qui sont régulièrement amendés et fertilisés, travaillés très régulièrement avant chaque mise en culture. Les adventices sont gérés essentiellement par du paillage plastique. On est dans un système qui est irrigué, avec 2 systèmes souvent, goutte à goutte et aspersion. Et par contre, tous ces abris, ils représentent un investissement qui est conséquent et des frais d'entretien qu'il faut rentabiliser. Donc, pour répondre à ça, les rotations sont souvent très intensives. Là, vous voyez un exemple de frise culturale où on voit qu'on a beaucoup de cultures qui succèdent. On est souvent autour de 3 par an. Avec beaucoup d'exportations. On va exporter même souvent les plantes et les racines, en été notamment, et peu de familles botaniques. En été, on a beaucoup de cucurbitacées et de solanacées qui en plus sont sensibles aux mêmes pathogènes. Et donc on a des phénomènes de fatigue des sols qui sont assez fréquents. Donc un intérêt à mobiliser les couverts végétaux, mais finalement assez peu de place dans le temps et l'espace pour les introduire. Et c'est aussi des systèmes qui sont très, très diversifiés sur les types de rotation, d'abris, de modes de commercialisation, enfin tout ça. Donc la voie principale d'utilisation des couverts végétaux, c'est les engrais verts. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous, dans nos systèmes, on les introduit essentiellement en fin d'été, sur les créneaux qu'on voit là de juillet à septembre. L'espèce phare qu'on mobilise, c'est le sorgho quand même. Donc souvent, c'est après une culture de printemps-été ou après des solarisations. La solarisation, c'est la photo où vous voyez qu'il y a une bâche plastique transparente qui est posée sur le sol. En fait, c'est une pratique qui vise à assainir le sol, mais qui génère aussi une forte minéralisation parce qu'on remplit le sol d'eau et on le chauffe. Donc les conditions sont idéales. Le sorgho, on peut l'associer parfois. Nous, ce qu'on pratique beaucoup, c'est une association sorgho, sarrasin, pois fourragers. C'est une association qui dure 45 jours et qui a plusieurs avantages en termes de biomasse, de couverture. Ça fixe un peu d'azote symbiotique et ça rend le phosphore biodisponible grâce au sarrasin. Donc on aime bien ce mélange-là. Après, quand on a des périodes un peu plus longues en période chaude, là, on peut pratiquer des sorghos multicoupes où on va régler la fréquence de coupe en fonction du ratio C sur N qu'on cherche à avoir. Si on cherche à avoir une biomasse plus ou moins rapidement assimilable. Et en période froide, longue, là, on part plutôt sur des seigles associés à des fabacées. Donc, soit des vesses, soit des févroles. Donc ça, c'est nos pratiques à nous. Il y a bien d'autres choses qui sont faites ailleurs, hein. Et c'est vrai que ces mélanges-là en hiver, on les aime bien parce qu'ils sont très plastiques en termes de calendrier. Là, je vais parler un petit peu du projet Resifab, sur lequel on travaille la question des engrais verts dans notre contexte, où nous, on a été soumis à plus d'une année consécutive avec des restrictions hydriques dans la plaine du Roussillon. Donc, c'était assez compliqué à gérer et ça risque de se reproduire. Donc, le projet Resifab, il est venu questionner un peu comment on introduit des fabacées dans les systèmes bio, comme c'est recommandé.
dans notre contexte de changement climatique, notamment vis-à-vis de la restriction hydrique, quoi. Donc là, on a fait en fait des screenings de fabacées 2 années de suite sur 2 créneaux, donc un créneau d'hiver et un créneau de fin d'été, sous 2 régimes d'irrigation, donc un confort et un restriction. Dans la restriction, on a réduit de 50% l'eau apportée une fois les couverts levés. Et voilà, ce qu'on évaluait, c'était la levée, le recouvrement, les adventices, la biomasse, la composition, et aussi il y avait un suivi nitrate dans le sol après. Donc là, c'est les résultats de l'été, donc vraiment quelques résultats, hein. Le premier été, on a testé 12 espèces de fabacées, dont 2 espèces tropicales et 10 espèces tempérées. Bon, je ne reviens pas sur la liste. Les résultats, c'est qu'il n'y a que les espèces tropicales qui se sont bien développées. Elles ont une meilleure levée, un meilleur recouvrement et ont permis de concurrencer les adventices. Là où les espèces tempérées, en fait, elles levaient moins bien dans nos conditions. Elles étaient rapidement recouvertes par le pourpier, là en l'occurrence, et elles ont fini par fondre. La crotte à l'air, elle s'est révélée très performante, plus que le lab-lab, qui étaient donc les 2 espèces tropicales testées. Et en plus, elle était moins sensible à la restriction. On avait des biomasses de crotte à l'air équivalentes en confort et en restriction. Par contre, on n'a pas observé de nodosité sur ces 2 espèces. Donc la deuxième année, on a repris que des espèces tropicales qu'on a associées à un sorgho, que ça soit un peu plus couvrant. Et on a inoculé avec du rhizobium. Donc on a trouvé soit dans le commerce, soit auprès de INRAE qui développait des souches. Et les 4 fabacées qu'on a testées, c'était crotte à l'air, la blab, niébé et soja. Donc là, on a une bonne maîtrise des adventices. C'était quasiment des couverts purs. Des biomasses des fabacées qui étaient fortement réduites par rapport à l'année précédente. Le sorgho, en fait, avait tendance à dominer le mélange. Un niébé qui était plus productif en confort, en situation de confort hydrique. Et on retrouve encore la crotte à l'air qui est plus productive en conditions de restriction. Mais la présence du sorgho a réduit sa biomasse et l'a divisé de moitié, enfin l'a réduit de moitié, quoi. On a observé des nodosités sur cet essai, assez peu, mais il y en avait quand même. Et voilà, ce qu'on peut regretter, c'est que les souches ne sont pas encore toutes disponibles dans le commerce. En hiver, on a testé aussi 12 espèces la première année. Je ne les liste pas non plus, et on les avait associées à un seigle à 30 kg/hectare. Pour résumer les résultats très rapidement, en fait, le grand champion là, dans notre essai, c'était la veste d'hiver, qui a largement dominé toutes les autres espèces sur la levée, le recouvrement, la maîtrise des adventices, la production de biomasse en confort, mais aussi en restriction. Et là, ce graphique-là, il vient représenter combien de grammes de matière sèche on arrive à produire par litre d'eau utilisée. Donc ça met un peu au même niveau les 2 modalités d'irrigation. Et on voit que la veste, au final, elle accumule plus de biomasse en conditions de restriction qu'en conditions de confort par litre d'eau apportée. Elle est plus efficace pour utiliser l'eau, quoi, en conditions de restriction. Et les différentes espèces ont des profils différents par rapport à la restriction, et c'est vraiment la veste qui était la plus performante, quoi. Et là, on a observé des nodosités abondantes sur toutes les espèces et actives, même sur des sols riches. Très rapidement, on est confronté en maraîchage sous abri au problème des nématodes à galles. Par rapport à ça, on utilise le sorgho, encore une fois, on aime bien le sorgho en maraîchage, pour ses propriétés pièges et nématicides. Donc il y a 2 grandes voies d'usage qui se font, c'est soit on va faire deux sorghos très courts, qu'on va en à peu près 3 semaines, histoire de piéger les nématodes et de les détruire avec le sorgho. Et plus récemment, il y a des tests de pratique qui sont faits avec des sorghos un peu plus longs et plus riches en durine, qui est la molécule qui va se dégrader ensuite en acide cyanhydrique et avoir un effet biochimique. Et là, il y a des screenings qui sont en cours, qui sont réalisés par l'APREL, et des résultats qui sont intéressants. Voilà, je suis limite hors sujet. Les couverts, on les mobilise aussi dans les abords immédiats des abris, via l'implantation de bandes fleuries diversifiées, où là, on recherche à fournir des refuges et des ressources aux auxiliaires.
Et aussi, on introduit des couverts fleuris en bord intérieur de parcelles, donc à l'intérieur des abris, vraiment sur le long des bâches. Et là, c'est des espèces plutôt ciblées, et on va chercher à favoriser la présence d'un auxiliaire en particulier. Donc, on a 3 exemples qui sont un peu emblématiques. L'utilisation du souci pour accueillir Macrolophus pygmaeus, l'alisson maritime pour les cirfes, et le seigle ou l'éleusine pour... Qu'est-ce que j'ai mis Oui, c'est le parasitoïde, c'est pas Apis gossypii, pour réguler Apis gossypii. Ensuite, je vais passer à un autre projet, donc qui est le projet Altermulch, où là, l'idée est de travailler sur la régulation des adventices. Ouais, je finis. Sans avoir recours au paillage plastique. Et donc là, on a mobilisé des couverts je vais passer. Il y a deux stratégies qui utilisent des couverts végétaux. Il y a la stratégie des couverts roulés qu'on a vu juste avant, où là, on vient implanter un couvert qu'on roule, qu'on occulte s'il y a besoin, et dans lequel on vient planter nos cultures, soit d'hiver, soit d'été. Donc les couverts qu'on a utilisés, nous, c'est des sorgho, du blé ou du seiglevès. On peut aussi faciliter la plantation avec l'utilisation d'un strip-till. C'est encore assez, enfin c'est c'est des prototypes qu'on a en maraîchage sous abri, hein. Les traits qu'on recherche, c'est des espèces qui vont être couvrantes, qui vont produire beaucoup de biomasse, et qui vont surtout avoir un calendrier compatible avec nos cultures qu'on va implanter derrière. Bon, on a testé d'autres espèces, du sarrasin, du chanvre et du sorgho grain. En fait, on a beaucoup de mal à se passer de l'occultation parce qu'on a des problèmes de calendrier et des problèmes de repousse des couverts, quoi. Et ensuite, l'autre stratégie qui mobilise les couverts, c'est les couverts vivants, les mulches vivants, où là, on vient implanter un couvert, on le fait, nous, avant de planter, la veille, quoi. On sème notre couvert, on le roule, on trace les trous de plantation, et on vient planter directement dans le couvert semé, puis ensuite on met en eau et la culture se fait. Ou bien on vient planter, là on voit l'exemple d'une aubergine qui est plantée dans un couvert qui est déjà établi, qui a été implanté l'hiver précédent. Et donc là, les traits qu'on recherche, ils sont un peu différents. On cherche surtout une couverture rapide du sol, un port qui est plutôt bas, parce qu'on a des problèmes ça génère une humidité en hiver qui nous pose des soucis de maladies derrière. Donc des biomasses qui ne sont pas forcément fortes, mais plutôt faibles pour limiter la concurrence. Et des espèces qui sont sensibles aux fortes chaleurs et au piétinement, parce qu'il y a beaucoup de passages, et qui ont des besoins réduits. Et là, on a testé beaucoup de couverts, on a beaucoup de mal à trouver le couvert idéal. On a des candidats qui sont très intéressants, mais qui sont difficiles à implanter, comme le dichondra, qui est en fait une sorte de liseron tropical, mais très bas, utilisé en gazon. Et oui, je mettais un petit point, on se pose des questions sur la robotisation de la tonte en culture d'été, parce que ça demande des passages réguliers, quasiment toutes les semaines, pour entretenir ces couverts. Et voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, c'est vrai que le maraîchage, c'est quand même beaucoup d'espèces cultivées, du coup des systèmes de culture qui sont complexes, d'où la longueur nécessaire pour un peu présenter toute l'expérimentation faite à Alenia. Eh bien, je vais inviter Enguerrand à prendre la parole. Alors, oui, on n'a pas le titre, mais Voilà. sur des systèmes moins cultivés, on va dire. Exactement. Donc, moi, je me présente, je suis Enguerrand Burel, je suis chef de projet ITAB, spécialisé dans les grandes cultures. Et je suis chef d'un projet d'FXP3 qui s'appelle Posiflow et qui m'a un peu inspiré pour cette thématique. Donc, la question ouverte de et si les adventices avaient un rôle à jouer en tant que couvert végétal. Donc, c'est une question qu'on va travailler dans le projet Posiflow qui vise à travailler sur les externalités positives des adventices. Et donc, je voulais ouvrir un peu la discussion sur ce sujet. Donc, en introduction, je voulais revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un couvert végétal. Donc, on l'a plutôt bien défini en introduction, mais ça reste quand même un terme qui est très générique et qui parfois peut laisser un peu d'ambiguïté sur ce que c'est qu'un couvert végétal. Dans l'imaginaire, ça peut très bien représenter aussi la culture principale ou les chaumes, puisque ça reste quand même un couvert qui est végétal. Et pour ça, il faut se retourner vers des définitions un petit peu plus précises
pour être assez en accord avec ce dont on veut parler, pour éviter qu'on ait des ambiguïtés. Donc, il y a eu la définition des couverts intermédiaires multiservices par Eric Juste et Guy Richard en 2017, qui a permis de définir ces couverts comme des espèces semées et qui sont valorisés, qui sont utilisés uniquement sur la partie service, sans valorisation de la biomasse à côté. Et donc, dans cette notion de couvert qui dépeint une bonne partie des situations dans lesquelles on va parler de couvert végétal, en fait, la grande exclue, c'est tout ce qui est couvert spontané. Et c'est là où je voulais amener un peu nos discussions. Donc, en introduction, je voulais quand même rappeler que, bien évidemment, sur les adventices, il y a une notion de risque qui est absolument pas négligeable et pour lesquelles c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les adventices sont considérés très souvent comme quelque chose de nuisible. Il y a des enquêtes qui ont été déjà menées il y a quelques années, notamment par Stéphane Corgodo, et qui a mis en évidence que la perception des adventices est principalement basée sur la nuisibilité. Sauf que quand on regarde l'état des connaissances actuelles, les adventices ne sont pas toutes nuisibles et certaines communautés d'adventistes peuvent être qualifiées de neutres. Et en fait, ces adventices n'auront pas d'impact sur la culture qui est en place et potentiellement, on pourrait s'appuyer sur ces adventices pour bénéficier de services au niveau des systèmes de production. Il y a d'autres travaux récents aussi qui suggèrent que même ces communautés peuvent s'autoréguler et réduire un petit peu les soucis qu'on a avec les adventistes les plus problématiques. Ce qu'on avait pu voir dans un projet DFXP2, donc sur le projet Medina Bay. Donc c'est ce que j'ai mis comme illustration. Alors c'est une ACP, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée c'était de vous montrer un des résultats qu'on avait pu avoir, qui était de mettre en évidence une corrélation inverse entre la nuisibilité des adventistes qu'on observe dans les cultures et par rapport aux situations où on a une diversité plus importante et pour lesquelles la nuisibilité est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est des résultats qu'on retrouve dans d'autres travaux de la biographie et donc qui interrogent sur la possibilité de s'appuyer sur la gestion des communautés d'adventistes plutôt que de travailler sur une flore globale ou sur des adventistes très ciblés. Bien évidemment, cette perspective qui reste très exploratoire, qui est parfois pratiquée par quelques agriculteurs innovants, mais quand même qui n'est pas généralisée, en fait, elle doit être réfléchie par système. Et donc, une des hypothèses qu'on va travailler dans le projet Posiflow, ça va être d'essayer de voir dans quel type de système on est susceptible d'intégrer ce type de pratique extensive. Et une des hypothèses qu'on a émises, c'est que en fait, cette possibilité d'acceptation des adventices est dépendante aussi de l'exigence en termes de niveau de rendement. C'est ce qui est représenté ici de manière assez simplifiée. Et donc, les trajectoires d'évolution pour accepter ces adventices, pour bénéficier de leurs services, eh bien, on va être très dépendante de la richesse des milieux. C'est-à-dire que, par exemple, si on est sur des systèmes très extensifs avec très peu d'intrants, eh bien, en fait, on aura potentiellement d'autres facteurs qui vont limiter les cultures plutôt que les adventices, qui laissent de la place pour la flore spontanée. Et c'est ce qui nous permettrait d'avoir un système qui est beaucoup plus intense agroécologiquement parlant. Et par contre, sur des systèmes beaucoup plus productivistes, on va avoir moins de marge de manœuvre pour leur laisser un petit peu de place. Et puis, il y a un autre élément clé qui ne concerne pas que les adventices, mais qui concerne aussi tous les couverts au sens large, c'est de bien identifier la balance entre les externalités positives, les services, et les aspects de nuisibilité. Donc ça, aujourd'hui, en fait, sur les adventices, on est très centré sur la partie nuisibilité, et pour de bonnes raisons. Mais néanmoins, en fait, on pourrait changer un peu le paradigme de la vision qu'on a des adventistes, de ne plus raisonner par adventisme, mais par communauté d'adventistes, ce qui permettrait de mieux définir la réelle nuisibilité sur les systèmes de production et de mettre en balance les services réellement rendus, qui sont difficiles à quantifier. Aujourd'hui, il y a très peu de bibliographies sur le sujet. J'avais même cité en bas là, un travail qui a été fait sur les couverts végétaux pour voir dans quelle mesure, dans les couverts végétaux, les adventices apportent aussi des services. Et donc, ce qui semblerait en ressortir de cette seule publication sur le sujet, c'est que les adventices ajoutent un bénéfice, accentuent les services de production de biomasse à l'échelle du couvert végétal, et qu'il n'y a pas qu'une question de concurrence entre le couvert végétal et la partie adventice. Mais tout ça, ça reste à creuser. Et donc, pour conclure cette petite discussion,
L'idée, c'est que de revoir un petit peu la place des adventices, mais des couverts végétaux au sens large, en qualifiant mieux la balance bénéfice, risque et coût dans les systèmes de production. Ces bénéfices, on a tendance à les voir très fortement au niveau de la parcelle parce que c'est évidemment les agriculteurs les premiers qui sont concernés. Mais en fait, on va avoir des externalités aussi sur les ressources en eau, sur la qualité de l'eau, des eaux de drainage. Et donc, en fait, si on veut pousser à avoir des pratiques plus extensives, il faut évidemment avoir une quantification de ces services, soit des paiements, soit une aide, des aides quelconques. Et puis, à l'avenir, donc pour aller plus loin sur cette thématique, il faudra produire des connaissances sur les externalités positives et mieux cerner les externalités négatives pour mieux cibler les pratiques. Merci beaucoup, Enguerrand. Alors, c'est vrai que les externalités, c'est un thème cher à l'ITAB. Je vais inviter Laetitia à prendre la parole maintenant avec aussi des expérimentations en viticulture qui seront abordées, donc des cultures plus pérennes, mais pas seulement. Et au-delà du système de culture, peut-être le système socio-technique dans son ensemble peut être aussi un frein au couvert. Donc, je laisse Laetitia prendre la parole. Donc, moi, c'est Laetitia Fourier. Je suis agronome, mais pas expérimentatrice. J'ai travaillé d'abord 8 ans à l'ACTA, 14 ans à l'ITAB et je suis depuis 2022 au GRAB, donc au groupe de recherche en agriculture biologique. Et qui fait de l'expérimentation en maraîchage, viticulture et arboriculture. Et si on m'a demandé de parler, enfin en tout cas ce qui a inspiré, pour reprendre tes termes, Enguerrand, ma présentation, c'est que je suis chef d'un projet qui s'appelle XPER, qui s'intéresse à un projet CASDAR démultiplication, où on s'intéresse à comment finalement démultiplier les couverts végétaux, qui est une pratique a priori qu'on connaît bien. Et on faisait le constat au début que finalement, ça ne se déployait pas tant que ça, et notamment en maraîchage et en viticulture. Et donc, dans ce projet-là, on s'intéresse à comment on peut mettre en place, comment des communautés de pratiques hybrides, c'est-à-dire qui se connaissent, donc des groupes d'agriculteurs qui se connaissent dans la vraie vie, mais qui peuvent aussi échanger en ligne, et peuvent soutenir l'adoption de ces pratiques. Mais voilà, donc je suis aussi impliquée dans le projet CASDAR Poésie, là où on s'intéresse donc à la conception, même la co-conception donc entre agriculteurs de stratégies pluriannuelles de gestion des sols en viticulture, mais aussi en arboriculture et en horticulture. Et puis j'ai 2 projets un peu plus drômois, puisque donc moi je suis basée à Valence. Donc un projet européen où on travaille sur la question de la gestion des sols en agriculture au sein d'un Living Lab sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Drôme, et un projet par de Cîmes où on s'intéresse à la conception de vergers en agroforesterie. Et donc je crois que c'était toi, Olivier, qui disait que oui, les couverts végétaux, c'est pas que le seul levier de diversification. Donc, et par contre, quand on parle d'agroforesterie, on ne parle pas que d'arbres, et on parle aussi de couverts végétaux. Donc voilà ce qui a inspiré mon propos aujourd'hui. Alors le premier point sur lequel, alors moi je le fais en mode réaction. Et donc le premier point sur lequel je voulais réagir par rapport aux présentations de ce matin, c'était, j'ai bien aimé ta petite phrase, Olivier, sur les couverts végétaux. Ça correspond plus à un usage. D'ailleurs, je ne sais plus ce que tu avais dit, mais voilà, moi je m'étais noté que finalement, pourquoi on fait des couverts végétaux? Finalement, effectivement, il peut y avoir un peu plusieurs objectifs, mais moi je préfère le terme intention parce que je vais vous le dire après. Donc voilà, donc on l'a dit qu'il y a plein d'intérêts aux couverts végétaux, hein. Et qui dit conception dit aussi, du coup, quand on fait de la conception, on cherche à évaluer si on atteint nos objectifs. Et c'est là où je trouve que c'est toujours un petit peu délicat de vouloir évaluer des objectifs par rapport à ces couverts, parce que comme ils sont multiservices, que leurs intérêts vont des fois
se démontrer, mais sur le long terme, et ben c'est des fois délicat finalement de vouloir évaluer ça. Et on s'est confronté en particulier à ça. Finalement, on a envie de trouver des arguments pour convaincre les agriculteurs à mettre ces couverts. Et finalement, on a envie des fois dans notre argumentaire de parler d'intérêt sur la production. Donc, Olivier, tu nous disais que c'était pas forcément le meilleur argument. On cherche, nous, à faire des mesures de couvert avec la méthode Merci pour essayer de voir s'il y a un effet de substitution de fertilisants azotés. Mais finalement, c'est pas si simple. Et donc, je trouve que c'était important de souligner ça, que ces couverts, finalement, c'est pas forcément facile à évaluer leur intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de travaux qui vous ont été suggérés tout à l'heure. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est ce que tu as dit aussi, Olivier, sur comment je réussis mon couvert. En fait, finalement, c'est ce que j'ai mis aussi dans les actes. Un bon couvert, c'est un couvert qui réussit, qui a poussé, quoi. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on fait aussi un peu dans Expert, c'est essayer de clarifier finalement, expliciter les pratiques de gestion pour réussir son couvert. Donc, ce qu'on se rend compte, donc dans ce projet Expert, on travaille sur 4 cas d'études et donc on s'intéresse à des groupes en maraîchage en région, enfin dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi en Bretagne, dans le Finistère. Et puis on travaille aussi sur 2 autres cas d'études, donc là en maraîchage, en viticulture, donc un en Gironde et un autre dans le Vaucluse. Et donc, finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il existe beaucoup de références. Et finalement, des références, on en a, mais finalement, des fois, ce qu'il faut faire, c'est finalement adapter ou en tout cas contextualiser ces références. Et par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire en maraîchage. Là, on est en train de produire une petite fiche technique avec un peu la sélection finalement des espèces qui vont bien, qui sont adaptées pour les Bouches-du-Rhône, pour aider les producteurs et qui sont faciles aussi à trouver avec des listes de fournisseurs. Voilà. Mais finalement, ce qu'on éprouve beaucoup dans notre projet Expert, c'est comment passer de la conception à l'action. Parce que c'est bien beau de concevoir des systèmes, voilà, mais comment les agriculteurs les mettre en œuvre, c'est vraiment l'esprit de l'appel à projet de démultiplication. Donc, c'est ce qu'on travaille. Et donc, on a essayé de reproduire finalement une petite expérience qui existe dans le Vaucluse. En fait, il y a les agriculteurs se sont structurés en une association, l'ADAEL, et ils se sont regroupés pour acheter finalement un semoir pour permettre de semer les couverts végétaux en viticulture, parce que ça, c'était vraiment ce qui bloquait, quoi. Donc, c'était pas forcément des manques de références, mais vraiment une question de comment on peut avoir ce matériel. Et notre collègue de la Chambre du Vaucluse nous parlait même du petit kit starter, en fait, pour démarrer dans les couverts végétaux. Et donc, en fait, ce kit starter, c'était ce matériel, mais aussi acheter en commun des big bags d'un mélange qu'elle appelait 4-4, donc un mélange de couverts avec le truc, on le sème, et c'est quasiment sûr que ça lève et donc qu'on réussit. Donc ça, c'était voilà. Du coup, on s'est inspiré de ça dans notre projet, et donc ça a été une idée qui a été reproduite notamment dans le groupe en maraîchage dans le Finistère et aussi en région PACA. Mais finalement, c'est pas suffisant, parce que donc on a eu beau à faire des commandes collectives et fournir les graines, et on constate qu'il y a des maraîchers qui, pour autant, n'ont pas réussi à semer leur couvert. Donc on se rend compte que finalement
il y a d'autres choses qui bloquent, en fait. Et donc, c'est vraiment un de ce volet-là qu'on travaille dans Xpert. Donc, c'est comment amener les agriculteurs à expérimenter, mais par eux-mêmes, quoi. Et donc, on se rend compte qu'il faut travailler à la fois sur comment transformer sa manière de penser et son système. Donc, voilà, vraiment des aspects de conception, mais aussi transformer ses manières de faire. Et donc, le parti pris dans notre projet, c'est vraiment de s'appuyer sur les échanges entre pairs pour soutenir finalement ces transformations d'état d'esprit et de pratique. Et donc, c'est pour ça que je vous avais mis, donc on a mis en place aussi des communautés hybrides, donc qui peuvent prendre la forme de groupes WhatsApp ou alors Signal ou d'autres outils, en fait. Et donc, ces outils, ils sont intéressants parce qu'ils permettent finalement des échanges complémentaires à ce qui peut se passer dans la vie réelle, comme on dit. En fait, des rencontres en présentiel, des rencontres de groupe, finalement, il y a plusieurs enquêtes qui montrent qu'il y en a 3-4 fois par an. Donc finalement, de pouvoir complémenter finalement les échanges entre pairs, entre agriculteurs, par des échanges à distance, ça peut être très intéressant, et notamment parce qu'on capte des choses qui sont différentes de ce qu'on peut capter en bout de champ ou 3 fois par an, quoi. Le portable, on l'a tous dans la poche, on l'a sur le tracteur, on peut prendre une photo, voilà. Et là, c'était pour vous montrer que là, il y avait un producteur qui a semé son couvert, et puis derrière, il y a eu des réactions et des demandes d'aide et de soutien. Ah mais ouais, comment t'as semé ton couvert, oui, quel outil. Et derrière, donc voilà, il a montré comment il avait fait, derrière une autre photo avec la machine, et ça te donne des bons tuyaux, et on sort du champ de la référence technique, on va dire. Et donc ça bouscule un petit peu, nos habitudes, et notamment pour les personnes qui accompagnent ces groupes, parce que c'est un vrai travail de pouvoir mobiliser ces outils en ligne pour lesquels on n'a pas forcément été formé, quoi. Et donc dépasser juste le rôle de je passe de l'information. Voilà, tel jour il y a ça, tenez, il y a une fiche technique, voilà. Mais non, vraiment essayer de stimuler les échanges pour soutenir finalement les transformations qu'on attend. Et là, pour finir, je voulais réagir sur une dernière petite phrase que tu as dit, Olivier, et qui m'a inspirée. C'était que finalement les couverts, c'était un type de diversification techniquement faisable sur une grande partie de la SAU sans reconception majeure. Et finalement, sans reconception majeure, ça m'a laissé un petit peu, je comprends l'idée, et à la fois, on se rend compte que finalement, c'est pas si simple. On voit bien, ils bougent pas tant que ça, les producteurs, et c'est compliqué, ça nécessite de la charge mentale, il y a aussi de la prise de risque. Et finalement, donc accompagner, finalement, c'est comprendre ce qu'on travaille, nous, dans nos 4 cas d'études, c'est vraiment de s'attacher à comprendre les situations de travail des producteurs. Et donc, ça veut dire leur connaissance et leur expérience, notamment par rapport aux couverts végétaux, mais pas que. Comprendre aussi finalement leurs valeurs, leur situation de travail, c'est aussi leurs valeurs et les normes qu'ils ont, et les émotions, et comment on passe à l'action, est-ce que ça génère dans leur corps. Et du coup, là, c'est Enguerrand qui m'a fait penser que sur ce que tu disais, les adventistes avec cette image de nuisible où finalement on peut les voir autrement et les voir de manière beaucoup plus neutre, voire positive. Voilà, c'est ça les valeurs, c'est ça les émotions. Et donc, en fait, un producteur, si sa situation de travail sans couvert, elle est bien, pourquoi se compliquer la vie et aller en rajouter? Donc, en fait, voilà, accompagner les producteurs, c'est vraiment comprendre ce qui est leur situation et voir comment on peut les faire cheminer vers
éventuellement une nouvelle situation de travail qui pourrait inclure des couverts, et ben ça veut dire il faut pour l'agent de développement, c'est créer l'envie finalement de changer. Et ça, comment on fait? Ça veut dire créer les conditions du changement, notamment par exemple en proposant des groupes d'échange en ligne complémentaires de ce qui peut se faire classiquement, on va dire. C'est donner à voir la diversité des pratiques pour montrer que finalement, il y a différentes manières de faire. Et donc ça veut dire que il faut se donner une ligne pour nourrir cette richesse de manières de faire et donner à voir la diversité des récits de la profession agricole, c'est-à-dire montrer qu'il y a différentes manières de penser. Là, c'était ton exemple sur les adventistes, nuisibles ou autres. Et après, c'est aussi, donc ça, c'est ce qui permet un peu de se dire, ah ouais, mais finalement, dans ma situation actuelle, je suis pas si dans le confort que ça, et que en fait, peut-être que il faudrait que j'aille ailleurs. Et après, il faut soutenir ce processus de cheminement vers d'autres situations. Et donc, c'est aider à la problématisation, aider à résoudre le problème, c'est-à-dire imaginer des solutions, et après aider à structurer le problème et les idées, c'est-à-dire à se donner les moyens pour avancer, quoi, et pour passer à l'action. Voilà, en quelques mots, cette petite réaction et discussion. Merci Laetitia pour ces quelques mots. Je vous remercie tous d'ailleurs pour ces interventions qui à la fois montraient qu'il était important de cultiver des services, mais peut-être aussi cultiver des adventistes finalement, ensemencer les champs avec des couverts, mais ensemencer aussi les esprits. Finalement, beaucoup tâtonner, hein, c'est aussi ce qu'on a pu voir à travers les différents exposés. Et maintenant, en fait, on va ouvrir la parole à la salle. Il y a un micro qui va circuler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et sinon, est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours la première question qui est la plus difficile à venir. Effectivement, en fait, là, il y a une question qui est... Faire témoignage avant aussi, si je peux me permettre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Bertie Vieux, conseillère technique en maraîchage bio, dans les Hautes-Alpes, à la frontière italienne, à Gap, dans PACA. Donc, et moi, ça fait depuis un peu plus de 8 ans qu'on travaille là-dessus avec nos maraîchers. Donc, je suis beaucoup plus positive que Laetitia parce qu'en fait, moi, en fait, tous mes producteurs, ils mettent des engrais verts en place. Pas de longue durée, par contre, plutôt courte durée. Mi-septembre, ils sont en place jusqu'au printemps. Et de manière très diverse. Et ils sont super motivés. On les a pris par la main parce que le frein technique au début, c'était trouver la semence. On a de la chance, on a plein de céréales bio pas loin. Donc, on a monté une filière avec nos collègues des autres départements. C'est notre projet Graines de couvert qui a une deuxième version qui arrive. Et on fait beaucoup d'expé paysannes. Donc, on n'a pas des références techniques, mais on a des retours d'expérience où on a produit plein de jolies fiches ces derniers temps parce qu'on est 6 techniciens à avoir bossé dessus par département. Et donc, en fait, nous, nos producteurs, ils sont vraiment convaincus de ces engrais verts, des bénéfices. Ils en sont fiers parce qu'ils aiment bien voir leur veste fleurie, ils aiment bien leur févrole, ils aiment bien leur seigle. On va creuser les racines parce qu'on a fait venir justement, on a semé des plateformes régulièrement tous les 2 ans avec différents essais chez des maraîchers. Et on visite ces plateformes avec des groupes de maraîchers. Hélène Védy du GRAB, qui est donc plutôt l'experte en la question. Et on va regarder les racines, tout ça. Et donc moi, ma question, c'est plutôt, maintenant qu'on en est tous convaincus que c'est pas juste un petit truc en plus, enfin moi maintenant, il résonne vraiment comme une culture en fait. Dans la planif, on le cale avec des dates de semis dans l'itinéraire technique, et ils le disent, nos engrais verts, ils l'ont compris, en fait, on les réussit que si on les bichonne autant qu'une culture. Et donc, ils vont mettre de l'arrosage, ils vont passer le tracteur, enfin, il y a vraiment des choses ils le font. Et du coup, j'en ai même qui sont tellement convaincus, qui se posent la question de, en fait, pourquoi c'est pas encore obligatoire dans le cahier des charges bio?
Et donc ma question, c'est, je pense qu'on est tous plutôt côté technique et tout. Il n'y a pas grand-chose au niveau lobbyisme, mais en tout cas, moi, je suis pas au courant s'il y en a. Donc ma question, c'est plutôt où est-ce qu'on en est au niveau du lobbyisme, de la réglementation, d'en faire un pilier de l'agriculture biologique, pas juste dans les pratiques, mais aussi voilà. Donc c'est ça ma question. Donc à la fois témoignage et questions. Et puis si vous avez des questions sur graines de couvert, vous pouvez venir me voir parce que je vais vous en parler pendant des heures parce que c'est trop bien ce qu'ils ont fait, nos maraîchers. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais c'est vrai que la réglementation, elle mentionne la réglementation bio, en tout cas, elle mentionne bien l'utilisation des engrais verts notamment et de la couverture du sol. Mais voilà, si vous voulez réagir par rapport au maraîchage et à la création de cette dynamique, en fait, qui est quand même intéressante. Ouais, merci Bertie, parce que je voulais parler de graines de couvert et j'ai oublié. Et qu'est-ce que... Oui, je voulais justement souligner ton témoignage. Justement, il souligne vraiment cette dimension émotionnelle et affective. Finalement, tu dis, moi, ils sont convaincus et voilà, et ils aiment et ils se donnent les moyens. Et finalement, c'est ça qui fait que ils bougent et ils ont déjà adopté les couverts. Peut-être que la réglementation, ça peut être un moyen de créer de l'inconfort et une obligation à bouger, mais finalement, nous, ce qu'on a aussi constaté dans Expert, là, c'est que voilà, il faut vraiment prendre en compte donc la situation de travail des producteurs. Et ça, par exemple, ça a été très compliqué. Alors, on commence à trouver des voies là, mais en viticulture, en ce moment, c'est quand même très, très compliqué. Les producteurs n'arrivent pas à vendre leur vin, donc voilà, leur parler de couvert, ça paraît presque déplacé dans certains cas, quoi. Donc oui, imposer, oui, mais en fait, c'est des coûts qui sont pas compensés par des économies directes d'azote, et c'est des choses, voilà, enfin, finalement, c'est quand même une petite révolution, finalement. C'est pas juste une pratique où on substitue de l'engrais organique ou de l'engrais minéral par des engrais verts. Et donc, voilà, ça peut être quand même complètement, je suis pas forcément favorable à imposer encore une nouvelle contrainte, même si je suis convaincue de l'intérêt de ces couverts. Non, et puis pour compléter, j'aurais tendance à dire qu'on a bien vu la complexité de la mise en place des couverts, et donc imposer des couverts, si c'est juste pour semer, pour que on ait fait l'obligation de mettre en place un couvert, je pense que c'est pas idéal, hein. Même si ça peut fonctionner, on voit que sur les zones vulnérables en directive nitrate, où on impose la présence de couverts, au final, il y a quand même une pratique qui est bien présente, mais par contre, si on veut réussir et augmenter les services qui sont rendus par les couverts, il faut optimiser la pratique et les systèmes qui se trouvent derrière. Et ton témoignage toujours, Bertie, me faisait penser à une autre dimension, ouais, de la dimension des échanges en collectif. J'ai l'impression que tu évoquais aussi un collectif de producteurs. Et effectivement, donc j'évoquais le projet Poésie, où on fait de la co-conception, on organise des ateliers. C'était une des photos qui était sur la diapo, où finalement, c'est vrai, c'est en échangeant les points de vue, les manières de voir, et donc voilà. Et donc ça peut être aussi un levier pour faciliter leur adoption, ou en tout cas, voilà, le début du cheminement vers plus de couverts dans les différents systèmes. Il y a une autre question dans la salle. Sinon, moi, là-bas. Bonjour. Moi, c'était une question pour Olivier sur oui, Quentin Sangère, coordinateur et animateur national des décompactés de l'ABC. Donc, on travaille sur l'agriculture bio de conservation et on fait des formations depuis 5 ans sur ce sujet-là, plutôt grande culture, polyculture, élevage. Comment ont été choisies les 4 variétés de blé et les mélanges prairiaux sur les recherches couverts permanents? Et il y a un gros sujet sur les couverts végétaux qui, pour moi, renverse la table de l'innovation, c'est la génétique. Et pourquoi on n'a pas un Rumex sélectionné pour des services
et les cultures qui sont pas. Donc c'est des pistes qu'il y a. Et d'ailleurs il y a la seule pratique claire que je connais d'agriculteur, c'est Pierre Besse, 40 ans d'ABC MSV dans le sud-ouest, qui utilise le Gaïgratron sur un bouclage de cycle avant les tomates. Voilà, il y a sûrement d'autres exemples, mais c'est le seul que je connais où je suis en lien direct. Donc sur ce sujet-là génétique. Et est-ce que voilà, et le lien, c'est est-ce que du coup il y a des semenciers qui vous sollicitent ou est-ce qu'il y a un lien avec des semenciers sur ces sujets-là? Merci. À quel point on est enregistré là? On est enregistré là? Enregistré, oui. Non. Alors c'est un témoignage que je peux faire pour essayer de te répondre. Il n'y a en aucun cas une vision exhaustive du sujet. Parce qu'il est trop compliqué. Et nous, alors déjà, comment on a choisi? On n'était pas tout seul, et en fait, c'est un projet là sur les agroprairies qui est à la base motivé quand même par des chercheurs qui sont d'abord écologues. Donc, il y avait vraiment un focus très fort sur c'est quoi les stratégies fonctionnelles écologiques contrastées qu'on peut choisir pour essayer d'avoir un assemblage qui fonctionne. Et puis alors, une fois que tu as dit ça, tu te rends compte que de toute façon, il y a tellement de variétés différentes avec des choses toujours un petit peu subtiles qui changent, qu'il faut faire des choix. Et on a beau avoir une super plateforme expérimentale où on peut mettre 50 modalités, c'est toujours trop petit par rapport aux 200 qu'il faudrait faire. Donc, vu que c'était un premier projet, enfin en tout cas c'était le début sur les agroprairies, le choix sur les blés, c'était simplement déjà de dire on va prendre 2 variétés élites qui vont être précoces, courte paille, plutôt grosse allocation au grain, à peu près indice de récolte 50%, et 2 variétés, plutôt variétés de pays, donc haute paille, mais avec quand même les deux des phénologies un peu différentes, plutôt précoces, plutôt tardives, et des systèmes racinaires avec des allocations un petit peu différentes. Juste déjà pour jouer très basiquement sur des architectures de couverts et des phénologies différentes, y compris avec des allocations aussi aériens racinaires un peu différentes, de manière très schématique. Évidemment, c'est pas du tout la totalité de ce sur quoi on peut jouer sur les variétés de blé. Pour les prairies, l'idée très forte, c'était de dire on aimerait ne pas faire des couverts ou des mélanges qui soient entre guillemets simples. C'est-à-dire que pour des agronomes, ou pour des agriculteurs, 5-6 espèces, c'est déjà énorme. Pour des écologues ou même des gens comme moi, agronomes parfois de la prairie, c'est pas beaucoup, 5-6 espèces. On s'est dit comment on reproduit potentiellement quelque chose qu'on retrouve dans les prairies naturelles où il y a 20 espèces et qui changent d'une année sur l'autre et qui participent au fait que, à peu près, en tout cas en termes de réaction aux conditions pédoclimatiques, ça se passe bien si je schématise beaucoup. Et on a dit, on va commencer par dire 4 modalités. On met beaucoup d'espèces et à la fois des espèces qu'on retrouve dans des prairies type un peu tardives de fauche mais pas trop pâturées. Donc ça met du temps à pousser. Par contre, il y a beaucoup de biomasse sur pied. C'est relativement ligneux à la fin, etc. Et avec plus ou moins de légumineuses. Donc après, ça fait, voilà, je parle de mélange où ça va du brome au plantain, au sainfoin à la luzerne, à plein de trèfles différents, à des bromes divers et variés, à des fétuques divers et variés. Enfin, c'est très vaste. Et d'autres prairies où on est plutôt sur des prairies de plaine qui poussent très vite, qui supportent le piétinement et la pâture, et donc du coup on a une repousse et un turnover beaucoup plus rapide. Et c'est sur ces choix-là fonctionnels qu'on a arbitré, mais voilà, c'est très modeste. Après, sur la question de la sélection et de la génétique, moi je partage très fort ce que tu dis. J'ai même travaillé sur des espèces qu'on cherche à domestiquer parce que dans les milieux naturels, elles se comportent très bien, elles poussent un peu tout le temps et on se dit mais pourquoi on ne les prend pas dans le système agricole avec une vraie valeur d'usage justement. Moi j'ai l'impression que cette question-là elle est hyper intéressante, enfin ce prisme-là est très intéressant, mais quand tu passes d'une espèce à l'autre, la réponse n'est pas la même. Et moi j'ai un petit adage en tête, c'est que une adventice c'est ce qui pousse très facilement toujours quand on veut pas, et dès que tu la veux, elle s'arrête de pousser. Et on constate que globalement, une plante qui pousse super bien, dès qu'on la met dans un système agricole avec des contraintes d'usage très fortes, elle a des réactions pas toujours très appropriées à finalement le truc qui est censé pousser tout le temps, toujours facilement, quoi. Après, c'est clair qu'il y aurait des choses à faire, c'est sûr. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'il me semble que la sélection et les semenciers, on bute à chaque fois sur 2 choses. Le fait qu'eux, ils sont inscrits dans des filières commerciales qui ne sont pas celles qu'on discute nous avec les agriculteurs. Une variété, elle est produite avec des investissements, elle a besoin d'une rentabilité et elle répond à des critères technologiques très spécifiques et spécialisés de certaines filières industrielles. Bon, vous regardez les taux de protéines d'un blé qu'on recherche ou son comportement, etc. Globalement, c'est calé sur les filières de panification industrielle et dès que vous vous autorisez à toucher ces boutons-là, à un moment donné, vous pouvez faire plein de trucs. Mais c'est pas forcément comme ça que la sélection travaille. En tout cas aujourd'hui, parce qu'elle est centralisée et sur des critères très généraux et de filières industrielles. Et le problème de la sélection, ça c'est pour le côté
qui fait plaisir à tout le monde quand on a envie de taper sur la sélection. Après, il y a un autre problème, c'est que globalement, la sélection, elle travaille efficacement et rapidement quand elle a peu de critères de sélection et des traits quantitatifs simples. Dès que vous lui demandez plusieurs critères de sélection, mais attendez, je veux que ma plante elle fasse ça, qu'elle prenne l'azote organique avec un gros système racinaire, qu'elle résiste à ci, qu'elle fasse aussi un petit peu comme ça, et qu'en plus c'est des critères sur lesquels on n'a pas les gènes cibles précis sur lesquels travailler, en fait la sélection elle a très peu d'outils pour faire ça, ou alors ça prend énormément de temps et c'est très tâtonnant et empirique. Bon voilà, il y a plein de faisceaux de choses qui font que globalement la sélection ne met pas beaucoup de billes là-dedans, et puis pour des questions d'investissement direct. Et moi je veux juste dire que moi je travaille essentiellement avec des agronomes, mais que je mets souvent les pieds dans la génétique. Et le premier problème que je constate, c'est que c'est deux communautés qui ne se parlent pas. Moi, mes collègues agronomes, globalement, en sélection, ils y pannent pas grand-chose. Et la génétique qui est derrière, encore moins. Et donc, il y a aussi un très gros travail de compréhension mutuelle et d'interdisciplinarité à faire, qui, moi, personnellement, dans les projets que je fais, m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je trouve ça passionnant parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais en vrai, c'est des mondes qui, historiquement, dans la recherche, en plus, ont été divisés, séparés, ils font pas les mêmes choses. Et donc ça, c'est un travail, je pense, à faire de mieux se connaître et se comprendre. Merci. J'avais une question pour finir. Alors, on risque de déborder un petit peu, mais voilà, c'est vrai qu'Olivier, tu as mentionné le fait qu'il fallait cultiver des services, changer la culture. Et au final, AgroPrairie, on n'est pas sur des plantes strictement parlant de services, en fait. On est vraiment sur des cultures, en fait. C'est vrai que la frontière entre culture et culture de rente et culture de service, elle est quand même assez ténue. Quand on parle d'adventice aussi, voilà, on est sur des choses finalement inspirées par la nature. Est-ce que voilà, créer des communautés auto-apprenantes, des collectifs pour faire des semences paysannes finalement, peut-être sur les couverts, seraient des pistes en fait, et s'inspirer de la nature, voilà, plus en fait peut-être aller chercher aussi de la génétique là où elle existe, c'est-à-dire dans les champs, sans même qu'on la sélectionne. Comment est-ce qu'on pourrait mieux valoriser finalement, faire des moissons de plantes naturelles finalement? Est-ce que ce serait une option? Moi, j'ai deux choses en tête, c'est que je partage l'idée de imiter la nature. Je trouve que c'est une bonne source d'inspiration et une voie de travail. Je mets des réserves aussi sur le fait que d'une caricature, il ne faut pas tomber dans une autre. Et globalement, la nature, elle est assez forte pour produire de la biomasse un peu dans plein de conditions diverses et variées. Elle n'est pas calée sur la production de grains consommables, etc., etc. Si vous prenez juste l'exemple du blé, globalement, on a contre-sélectionné, d'accord, des caractéristiques qui sont très utiles dans les mines naturelles pour avoir des performances par unité de surface, ce qui est un truc que la nature ne réfléchit pas. Les plantes ne sont pas calées pour dire comment en groupe par unité de surface on fait mieux, c'est d'abord une question d'évolution et de fitness individuelle. Donc imiter la nature, on peut aller piocher plein de trucs, mais on a quand même, nous, des services, des attentes qui ne sont pas celles de la nature, et là, il faut être aussi un petit peu vigilant et honnête. D'accord ? La nature ne travaille pas forcément pour nous, c'est pas parce qu'on respecte qu'elle nous sourit, globalement, même si l'idée, c'est bien de travailler avec. Après, sur la question de est-ce qu'on peut faire autrement sur la sélection, etc. Moi, en gros, on prêche un convaincu en disant ça. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses très différentes, que les agriculteurs aient un métier polyvalent et pluriactif, et qu'ils soient aussi les premiers détenteurs d'un travail et de connaissances, et comme tu l'as expliqué sur le projet, sur comment on fait nos semences, quelle génétique on travaille, à quoi ça ressemble, comment on échange, comment on structure quelque chose localement qui ait du sens, avec énormément de dimensions sociales, cognitives, émotionnelles, de valeurs, etc. Donc tout ça, je pense que c'est même une voie d'avenir. Personnellement, je pense que c'est même presque la seule sur laquelle on peut travailler pour tenter d'avoir un rôle et un impact fort. Maintenant, pour moi, j'ai pas d'autre chose à dire il faut avoir conscience que c'est questionner la définition de l'agriculture. Vous savez, la définition de l'agriculture comme agriculture multifonctionnelle, à la fin du XXe siècle, c'était une manière de dire, oh là, on a fait une agriculture marchande de marché, et on se rend compte qu'à la base, l'agriculture, c'est aussi un truc qui est censé produire des services et des fonctions non commerciales, y compris de vie sociale, d'habitat, on habite là, on fait des choses, etc. etc. Après, la multifonctionnalité est devenue un truc où on dit on économise, on comptabilise les services écosystémiques pour réussir à rester dans la logique comptable. Mais donc, tout ce qu'on dit là, moi, je suis d'accord. Est-ce que tu proposes? Je suis d'accord. Par contre, c'est comment on défend une agriculture qui est polyvalente et pluriactive, profondément multifonctionnelle, et pas juste au service de quelques filières et marchés qui pilotent un peu tout ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux accords avec le Mercosur, peut-être. Et ça, c'est toi qui le dis. On a une représentante brésilienne dans la salle.
On va vous remercier pour ces riches interactions